bonsoir. La nuit s'étend autour de nous, douce et profonde, une nuit qui invite aux pensées lentes, aux contemplations immobiles, aux questions qui n'exigent pas de réponse immédiate. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration se faire plus lente, plus régulière, sentez votre corps s'alourdir doucement contre le matelas, les tensions de la journée qui se relâchent une à une. Ce soir, nous allons explorer ensemble un territoire étrange, un espace entre la certitude et le doute, là où le monde familier révèle parfois des aspects inattendus, là où la réalité elle-même semble parfois vaciller. Nous allons contempler ces moments où l'ordre habituel des choses se défait brièvement, ces instants où le temps semble se plier, où l'espace se comporte de façon inattendue, où notre conscience capte quelque chose qui ne devrait pas être là. Ces phénomènes que certains appellent des glitches de la réalité, des fissures dans le tissu du réel, des anomalies perceptives qui nous rappellent que notre expérience du monde est plus fragile, plus construite, plus mystérieuse que nous ne le pensons habituellement. Laissez-vous porter par ces réflexions, par ces observations, et si le sommeil vient vous chercher en chemin, accueillez-le sans résistance. Les architectures fragiles de la perception. Chaque instant de votre vie éveillée, votre cerveau accomplit un miracle d'assemblage. Il prend des signaux électriques venus de vos yeux, de vos oreilles, de votre peau, et il construit quelque chose que vous appelez la réalité. Mais cette construction n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Elle repose sur des approximations, sur des prédictions, sur des raccourcis que votre esprit prend pour économiser l'énergie. Vos yeux ne voient pas tout ce qui se trouve devant eux, ils capturent des fragments, des échantillons, et votre cerveau remplit les espaces vides avec ce qu'il s'attend à trouver. La plupart du temps, ce système fonctionne parfaitement, mais parfois, quelque chose se produit. Vous entrez dans une pièce familière et pendant une fraction de seconde, elle vous semble totalement étrangère. Les meubles sont à leur place, les couleurs sont les mêmes, mais quelque chose dans la qualité de l'espace, dans la sensation qu'il dégage, est profondément différent. Puis, le moment passe, la familiarité revient comme une vague, et vous vous demandez si vous avez vraiment ressenti ce que vous pensez avoir ressenti. Les neuroscientifiques ont un nom pour ce phénomène, le jamais vu, l'inverse du déjà vu. Quand quelque chose de parfaitement familier devient soudainement méconnaissable, non pas à cause d'un changement dans la chose elle-même, mais à cause d'un changement dans la façon dont votre cerveau la traite, ou bien vous regardez un mot que vous connaissez depuis l'enfance, vous le regardez encore, et soudain, il perd tout son sens. Les lettres deviennent de simples formes, leur arrangement semble absurde, arbitraire. Comment ces symboles ont-ils pu un jour signifier quelque chose? C'est ce que les psychologues appellent la satiation sémantique, quand la répétition d'un stimulus fait que les neurones qui y répondent s'épuisent temporairement et que le sens s'effondre. Pendant quelques secondes, vous voyez le langage tel qu'il est vraiment, un système de symboles arbitraires, un code que nous avons tous accepté de partager, mais qui n'a rien d'inhérent, rien de naturel. Votre perception du temps est tout aussi construite. Dans les moments de danger, quand votre corps libère de l'adrénaline, le temps semble ralentir. Vous voyez les événements se dérouler comme au ralenti. Vous avez l'impression de disposer d'une éternité pour réagir. Mais ce n'est pas le temps qui ralentit, c'est votre mémoire qui s'accélère. Votre cerveau enregistre beaucoup plus de détails que d'habitude, créant des souvenirs plus denses, plus riches. Quand vous vous remémorez ces moments, la richesse inhabituelle de ces souvenirs crée l'illusion rétrospective que l'événement a duré plus longtemps. Le temps lui-même, cette dimension que nous percevons comme si uniforme, si objective, est en réalité une construction neuronale, une interprétation,
une estimation. Et parfois, cette estimation se trompe de façon étrange. Vous êtes absorbé dans une tâche, complètement concentré, et soudain, vous réalisez que des heures ont passé, des heures qui vous ont semblé être des minutes. Ou bien l'inverse, vous attendez quelque chose avec impatience, et chaque minute s'étire, devient élastique, interminable. Dans les deux cas, l'horloge objective n'a pas changé son rythme, mais votre horloge interne, votre sensation subjective du temps qui passe, s'est complètement détachée de la mesure physique. Ces phénomènes nous révèlent quelque chose de fondamental. La réalité que nous expérimentons n'est pas la réalité telle qu'elle est, c'est une simulation, une reconstruction, une interprétation élaborée par notre système nerveux. Et comme toute construction, elle peut vaciller, se fissurer, révéler ses coutures. Les anomalies de la mémoire collective. Il existe un phénomène étrange qui a émergé avec Internet. Des milliers de personnes qui partagent le même faux souvenir. Elles se souviennent toutes d'un événement qui ne s'est jamais produit, d'un détail qui n'a jamais existé, d'une version du monde qui n'a jamais été réelle. Et pourtant, leurs souvenirs sont précis, détaillés, accompagnés d'une certitude émotionnelle. Ce phénomène est devenu connu sous le nom d'effet Mandela. Le nom vient d'une observation faite par de nombreuses personnes. Elles se souviennent distinctement que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80. Elles se souviennent des reportages télévisés, des funérailles, du deuil national. Mais Nelson Mandela n'est pas mort en prison. Il a été libéré en 1990, est devenu président de l'Afrique du Sud et est mort en 2013. Comment des milliers de personnes peuvent-elles partager un faux souvenir aussi précis ? D'autres exemples ont été documentés. De nombreuses personnes se souviennent que la ligne célèbre de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque est « Luke, je suis ton père », mais la ligne réelle est « Non, je suis ton père ». Beaucoup se souviennent d'une série de livres d'enfance appelés les Berenstain Bears, sauf qu'ils sont persuadés qu'elle s'appelait les Berenstein Bears. Ils se souviennent de cette orthographe spécifique, ils la voient clairement dans leur esprit. Des milliers de personnes insistent sur le fait que le logo de Fruit of the Loom comportait une corne d'abondance, bien qu'aucune version historique du logo n'ait jamais inclus cet élément. Comment expliquer ces convergences ? La réponse scientifique est relativement simple, quoique troublante. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement fidèle. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous ne récupérez pas un fichier intact. Vous reconstruisez le souvenir à partir de fragments, en utilisant vos attentes, vos croyances, ce que vous savez du monde. Et à chaque reconstruction, le souvenir change légèrement. Des détails sont ajoutés, d'autres sont modifiés, certains disparaissent avec le temps. Un souvenir peut devenir complètement différent de l'événement original, tout en conservant la sensation subjective d'être parfaitement exact. Dans le cas de l'effet Mandela, plusieurs facteurs se combinent. Les gens confondent des événements similaires, mélangent des sources d'informations, comblent les lacunes de leurs souvenirs avec des détails plausibles. La culture populaire renforce ces faux souvenirs, des parodies, des références, des citations erronées qui sont répétées si souvent qu'elles remplacent l'original dans la mémoire collective. Et Internet amplifie le phénomène, quand des milliers de personnes découvrent qu'elles partagent le même faux souvenir. Cela renforce leur certitude, crée une sorte de validation sociale. Mais ce qui est vraiment troublant, ce n'est pas que la mémoire soit faillible, c'est la facilité avec laquelle elle peut être modifiée et la conviction absolue avec laquelle nous défendons des souvenirs qui sont objectivement faux. Des expériences ont montré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs chez les gens, de leur faire se souvenir d'événements de leur enfance qui ne se sont jamais produits. En quelques sessions, en utilisant simplement des suggestions, des photos manipulées, des récits construits, des chercheurs ont réussi à faire croire à des adultes qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial quand ils étaient enfants, qu'ils avaient
rencontré Bugs Bunny à Disneyland, qu'ils avaient vécu des expériences qui n'ont jamais eu lieu. Et ces faux souvenirs deviennent aussi vivants, aussi chargés émotionnellement, aussi réels que les souvenirs authentiques. Cela nous force à nous interroger. Combien de nos souvenirs sont vraiment exacts? Combien ont été modifiés, reconstruits, contaminés par d'autres informations? Notre histoire personnelle, l'histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes, repose sur la mémoire. Mais si la mémoire est si malléable, si elle peut être réécrite sans que nous en soyons conscients, qu'est-ce que cela signifie pour notre identité, pour notre sens de la continuité, pour notre relation avec notre propre passé? La réalité que nous habitons n'est pas seulement le présent immédiat, c'est aussi le passé tel que nous nous en souvenons, tel que nous le reconstruisons constamment. Et si ce passé est fluide, s'il change chaque fois que nous y accédons, alors nous vivons dans un monde moins stable, moins fixe que nous ne le croyons. Méta, pause. Sexe 1.5o. Level moderate. Les coïncidences impossibles. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et ce jour-là, cette personne vous appelle. Vous rêvez d'un événement étrange, et quelques jours plus tard, quelque chose de très similaire se produit dans votre vie éveillée. Vous ouvrez un livre au hasard, et la première phrase que vous lisez semble répondre directement à une question que vous vous posiez. Ces moments, nous les appelons des coïncidences, mais certaines coïncidences sont si improbables, si précises, qu'elles semblent défier toute explication rationnelle. Carl Jung, le psychologue suisse, était fasciné par ces phénomènes. Il leur donna un nom, la synchronicité. Pour Jung, les synchronicités n'étaient pas de simples coïncidences statistiques, c'étaient des événements liés par le sens plutôt que par la cause, des moments où le monde intérieur et le monde extérieur se reflètent de façon significative, sans qu'aucun lien causal observable ne les relie. Il racontait l'histoire d'une patiente qui lui décrivait un rêve dans lequel elle avait reçu un scarabée doré. Au moment précis où elle racontait ce rêve, un scarabée se cogna contre la fenêtre du cabinet de Jung, un événement inhabituel dans cette région. Jung ouvrit la fenêtre, attrapa l'insecte et le tendit à sa patiente. Ce moment, selon lui, marqua un tournant dans sa thérapie. Mais la science moderne rejette généralement le concept de synchronicité. Elle soutient que ces coïncidences, aussi troublantes soient-elles, sont exactement ce qu'elles semblent être, des coïncidences. Les humains sont des chercheurs de patterns. Notre cerveau est programmé pour détecter des motifs, pour voir des connexions, pour trouver du sens dans le chaos. Cette capacité nous a été utile dans notre évolution. Elle nous a permis de prédire le comportement des prédateurs, de comprendre les cycles des saisons, de naviguer dans un monde complexe. Mais elle a un coût. Nous voyons des patterns même quand il n'y en a pas. Nous trouvons du sens dans le hasard. De plus, la plupart du temps, nous ne remarquons pas l'absence de coïncidences. Vous pensez à des milliers de personnes chaque année. La plupart ne vous contactent pas. Vous rêvez de centaines d'événements. La plupart ne se réalisent pas. Vous ouvrez des livres à des milliers de pages. La plupart ne contiennent rien de particulièrement pertinent. Mais quand, par pur hasard statistique, une pensée coïncide avec un appel, un rêve avec un événement, une lecture avec une question, nous nous en souvenons. Nous l'enregistrons comme significatif. Nous oublions tous les moments où rien ne s'est produit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous remarquons et nous nous souvenons des événements qui confirment nos croyances, et nous ignorons ceux qui les contredisent. Il y a aussi les lois de la probabilité elles-mêmes. Dans un groupe de seulement 23 personnes, il y a plus de 50% de chances que 2 personnes partagent le même anniversaire. Ce fait surprend presque tout le monde, parce qu'intuitivement, cela semble improbable.
Mais notre intuition des probabilités est souvent défaillante. Nous sous-estimons à quel point les événements improbables deviennent probables quand on les multiplie par un grand nombre d'occasions. Chaque jour, vous vivez des milliers de micro-événements. Vous croisez des centaines de personnes, vous pensez à des dizaines de choses, vous effectuez d'innombrables actions. Avec autant d'occasions, il serait statistiquement étrange que des coïncidences ne se produisent pas régulièrement. Et pourtant, malgré toutes ces explications rationnelles, malgré la compréhension des biais cognitifs et des probabilités, certaines coïncidences conservent leur pouvoir de nous troubler, peut-être parce qu'elles touchent quelque chose de profond en nous, un désir que le monde ait du sens, qu'il soit plus qu'une succession d'événements aléatoires sans lien. Peut-être parce qu'elles suggèrent, même si ce n'est qu'une illusion, que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, que notre conscience n'est pas entièrement isolée, que le monde intérieur et le monde extérieur peuvent se parler. Ou peut-être simplement parce que, dans ces moments, nous touchons brièvement au mystère, au fait que malgré tous nos savoirs, malgré toute notre science, l'expérience d'être vivant conserve des zones d'ombre, des espaces où la certitude s'efface. Les coïncidences sont des fissures dans notre sentiment de comprendre le monde, des moments où l'improbable devient réel, où les catégories nettes entre hasard et intention se brouillent, où nous nous retrouvons face à quelque chose que nous ne pouvons pas complètement expliquer. Et peut-être que c'est précisément cette inexplicabilité, cette ouverture qui les rend si précieuses. Distorsion de l'espace familier. Vous connaissez le chemin entre votre maison et votre travail. Vous l'avez parcouru des centaines de fois, peut-être des milliers. Et puis un jour, vous prenez un virage que vous ne reconnaissez pas. Vous passez devant un bâtiment qui semble nouveau, mais qui porte des signes d'usure, qui a clairement été là pendant des années. Ou bien une rue familière semble soudainement plus longue, ou plus courte, ou orientée différemment. Pendant quelques instants, la géographie de votre quotidien vacille. L'espace que vous pensiez connaître parfaitement révèle des aspects que vous n'aviez jamais remarqués, ou que votre esprit avait supprimés. Notre représentation mentale de l'espace est remarquablement imprécise. Nous ne stockons pas de cartes détaillées dans notre cerveau. Nous stockons des repères, des relations, des séquences de mouvements. Quand vous naviguez dans un environnement familier, vous ne pensez pas consciemment à chaque détail. Vous suivez un script automatique, une séquence de gestes et de décisions qui s'est gravée par la répétition. Mais cette automaticité a un coût. Vous cessez de voir vraiment. Votre attention se déplace ailleurs, vers vos pensées, vers votre téléphone, vers vos préoccupations. Et pendant ce temps, des changements peuvent se produire dans l'environnement, des changements que vous ne remarquez pas parce que vous ne regardez plus vraiment. Il existe un phénomène documenté appelé la cécité au changement. Dans des expériences, des chercheurs ont montré des images à des participants, puis les ont fait disparaître brièvement, puis les ont montrées de nouveau avec un élément majeur modifié. La couleur d'un bâtiment change, un objet au premier plan disparaît, la position d'une personne se déplace. Et pourtant, la plupart des participants ne remarquent rien, même quand le changement est répété plusieurs fois, même quand il est énorme, évident. Notre perception consciente est beaucoup plus limitée que nous ne le croyons. Nous avons l'impression de voir tout ce qui se trouve dans notre champ visuel, mais en réalité, nous ne voyons qu'une petite fraction et le reste est comblé par des suppositions. Il y a aussi ce qu'on appelle la cécité inattentionnelle. L'expérience la plus célèbre implique une vidéo où des personnes se passent un ballon de basket. On demande aux spectateurs de compter le nombre de passes. Et pendant qu'ils comptent, concentrés sur leur tâche, une personne en costume de gorille traverse lentement le terrain, s'arrête au milieu, bat des bras, puis sort. Environ la moitié des spectateurs ne voient pas le gorille, pas parce que leur vue est défaillante, mais parce que leur attention est ailleurs. Le gorille est clairement visible, mais il n'est pas pertinent pour la tâche, alors le cerveau le filtre, le supprime de la conscience.
Ces phénomènes expliquent pourquoi l'espace familier peut soudainement sembler étrange. Vous avez peut-être passé devant ce bâtiment des centaines de fois sans vraiment le voir, parce que vous étiez concentré sur autre chose, parce que votre cerveau l'avait classé comme non pertinent. Et puis un jour, pour une raison quelconque, votre attention se déplace, et soudain vous le voyez vraiment, comme si c'était la première fois. Cette expérience peut être troublante, parce qu'elle révèle à quel point notre perception du monde est partielle, construite, sélective. Il existe aussi des distorsions plus étranges. Des personnes rapportent des expériences où une pièce familière semble soudainement avoir des proportions différentes. Le plafond paraît plus haut ou plus bas, les murs semblent plus éloignés ou plus proches. C'est particulièrement fréquent dans des états de fatigue extrême, de fièvre ou lors de migraines. Il existe même un nom médical pour cela, le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Les personnes qui en souffrent perçoivent les objets comme beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits qu'ils ne le sont réellement. Leur propre corps peut leur sembler déformé, leurs mains énormes, leur tête minuscule. Ces distorsions sont causées par des perturbations temporaires dans les régions du cerveau qui traitent les informations visuelles et spatiales. Elles ne changent rien à la réalité objective, mais elles transforment complètement l'expérience subjective de l'espace. D'autres personnes rapportent des expériences de déjà visité, non pas le sentiment d'avoir déjà vécu un moment, mais le sentiment d'avoir déjà été dans un lieu, alors qu'elles savent avec certitude que c'est la première fois. Elles entrent dans une maison qu'elles n'ont jamais visitée, et pourtant, l'agencement des pièces leur semble familier. Elles ont l'impression de savoir ce qu'elles vont trouver derrière chaque porte. Neurologically, cela pourrait être dû à une activation erronée des circuits de la mémoire. Le cerveau marque par erreur une expérience nouvelle comme familière, créant une sensation troublante de reconnaissance. Ou bien, plus simplement, le nouveau lieu ressemble suffisamment à un ancien lieu, peut-être un lieu de l'enfance, en partie oublié, pour déclencher une résonance, un écho dans la mémoire. Ces phénomènes nous rappellent que l'espace n'est pas simplement donné. Il est construit par notre perception, interprété par notre cerveau, coloré par notre mémoire et nos attentes. Deux personnes dans le même lieu physique vivent dans des espaces psychologiques différents. Et la même personne peut vivre le même lieu de façon radicalement différente selon son état mental, son niveau d'attention, sa fatigue, ses souvenirs. L'espace familier peut devenir étranger, l'espace étranger peut devenir familier. Les frontières entre le dedans et le dehors, entre le connu et l'inconnu, entre la carte et le territoire, sont plus poreuses que nous ne le pensons. Les paradoxes de la conscience éveillée. Il existe un état étrange que certains expérimentent, un état où l'on est simultanément conscient d'être dans deux réalités. Vous savez que vous êtes assis dans votre salon en train de lire un livre, mais une partie de vous est complètement immergée dans le monde décrit par le texte. Vous marchez dans les rues d'une ville que vous n'avez jamais visitée. Vous parle à des personnages qui n'existent pas. Vous ressentez des émotions pour des événements qui ne sont jamais arrivés. Et en même temps, vous entendez le bruit de la circulation à l'extérieur. Vous sentez le poids du livre dans vos mains. Vous êtes conscient du canapé sous vous. Deux réalités simultanément présentes, simultanément vécues. Ce dédoublement de la conscience est encore plus marqué dans certaines pratiques méditatives. Des méditants expérimentés rapportent des états où ils observent leurs propres pensées comme des objets extérieurs. Il y a la pensée et il y a celui qui observe la pensée. Il y a l'émotion et il y a celui qui observe l'émotion. Cette capacité à se séparer de ses propres états mentaux, à créer une distance intérieure, peut être cultivée, développée, mais elle soulève une question troublante. Si je peux observer mes pensées, qui est le je qui observe? Si je peux être conscient de ma conscience, qu'est-ce que cette conscience de la conscience?
Les philosophes ont longtemps débattu de ce qu'il appelle le problème difficile de la conscience. La science peut expliquer comment le cerveau traite l'information, comment il répond aux stimuli, comment il contrôle le comportement. Mais elle a beaucoup plus de mal à expliquer pourquoi tout cela est accompagné d'une expérience subjective. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous, plutôt que simplement un système de traitement de l'information fonctionnant dans le noir? Pourquoi la douleur fait-elle mal, au-delà de sa fonction de signal d'alarme? Pourquoi le rouge a-t-il cette qualité particulière de rougeur? Pourquoi la musique évoque-t-elle des émotions? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et elles deviennent encore plus troublantes quand on considère certains états modifiés de conscience. Dans le sommeil paradoxal, vous rêvez, vous vivez dans un monde qui semble parfaitement réel, jusqu'à ce que vous vous réveillez et réalisez que rien de tout cela n'existait. Mais pendant le rêve, la distinction entre rêve et réalité n'existe pas pour vous. Le rêve est la réalité, totale, complète, indubitable. Certaines personnes apprennent à devenir lucides dans leurs rêves, à réaliser pendant qu'elles rêvent qu'elles sont en train de rêver. Cette prise de conscience ne les réveille pas nécessairement. Elles continuent de rêver, mais maintenant elles savent qu'elles rêvent. Et cette connaissance transforme tout. Elles peuvent maintenant manipuler le rêve, voler, traverser des murs, faire apparaître ce qu'elles souhaitent. Mais il y a quelque chose de vertigineux dans cette expérience. Si vous pouvez être conscient dans un rêve et réaliser que tout ce qui vous entoure est une construction mentale, comment pouvez-vous être certain que votre état de veille actuel n'est pas lui aussi une forme de rêve, une construction dont vous n'avez simplement pas encore réalisé la nature? Certaines traditions philosophiques et spirituelles ont exploré cette idée. Le bouddhisme parle de Maya, l'illusion, l'idée que notre perception ordinaire du monde est fondamentalement trompeuse, que nous prenons pour réel ce qui est en fait éphémère, construit, vide de substance inhérente. Platon utilisait l'allégorie de la caverne, des prisonniers enchaînés dans une cave, ne voyant que des ombres projetées sur un mur, prenant ces ombres pour la réalité, ignorant qu'il existe un monde bien plus riche et plus réel au dehors. Et plus récemment, certains philosophes et physiciens ont proposé l'hypothèse de la simulation, l'idée que notre réalité pourrait être une simulation informatique créée par une intelligence supérieure. Cette hypothèse semble fantaisiste, mais elle est prise au sérieux par certains penseurs, parce que si nous supposons que la technologie va continuer à progresser, que les civilisations avancées seront capables de créer des simulations informatiques extrêmement sophistiquées, contenant des êtres conscients. Et si nous supposons qu'une civilisation avancée pourrait créer de nombreuses simulations, alors statistiquement, il y aurait beaucoup plus de réalité simulée que de réalité de base. Ce qui signifie que la probabilité que nous vivions dans une simulation est plus élevée que la probabilité que nous vivions dans la réalité de base. Bien sûr, cette hypothèse repose sur de nombreuses suppositions, et il n'y a aucun moyen de la tester, aucune expérience qui pourrait prouver ou réfuter que nous sommes dans une simulation. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la vérité ou la fausseté de l'hypothèse, c'est le fait qu'elle soit même concevable. Le fait que nous puissions sérieusement nous demander si notre réalité est réelle, le fait que la question elle-même ait du sens, cela révèle quelque chose sur la fragilité de notre certitude, sur le fait que ce que nous prenons pour évident, pour solide, pour indubitable, repose en fait sur des fondations plus incertaines que nous ne voudrions l'admettre. Et peut-être que c'est précisément cette incertitude, cette ouverture qui rend l'expérience d'être conscient si mystérieuse, si précieuse. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est la conscience. Nous ne savons pas pourquoi elle existe. Nous ne savons pas quelle est la nature ultime de la réalité que nous percevons. Mais nous sommes ici, conscients, vivants, capables de nous émerveiller de notre propre existence. Et peut-être que ce mystère
plutôt que d'être quelque chose à résoudre et quelque chose à habiter, à contempler, à honorer. Les glissements temporels du quotidien. Vous regardez l'horloge, il est 3h14 de l'après-midi, vous vous replongez dans votre travail, quelques instants passent, ou ce qui vous semble être quelques instants, vous regardez de nouveau l'horloge, il est 3h15. Mais quelque chose ne va pas, vous avez la sensation distincte que beaucoup plus de temps s'est écoulé, que ces 60 secondes se sont étirées, sont devenues plus longues, plus lourdes. Ou bien l'inverse, vous vous asseyez pour une pause rapide, vous fermez les yeux un instant, et quand vous les rouvrez, 1 heure a disparu. Le temps, cette dimension que nous mesurons avec tant de précision, que nous découpons en secondes, en minutes, en heures, se comporte de façon étrange dans notre expérience subjective. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau ne contient pas d'horloge interne unique. Au lieu de cela, différentes régions du cerveau utilisent différents mécanismes pour estimer le temps. Pour les intervalles courts, de l'ordre des millisecondes, le cerveau compte les oscillations de certains neurones. Pour les intervalles plus longs, de l'ordre des secondes ou des minutes, il semble utiliser une combinaison de processus incluant le nombre d'événements stockés en mémoire de travail. Plus vous encode d'informations, plus vous êtes attentif aux détails, plus le temps semble long en rétrospective. C'est pourquoi le temps semble passer si lentement quand vous êtes enfant. Chaque jour est rempli de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, d'apprentissage. Votre cerveau encode énormément d'informations. Et quand vous vous remémorez votre enfance, la richesse de ces souvenirs crée l'impression que les années ont duré très longtemps. À l'inverse, quand vous êtes adulte, beaucoup de vos journées suivent des routines familières, vous effectuez les mêmes gestes, empruntez les mêmes chemins, vivez les mêmes expériences. Votre cerveau encode moins de nouvelles informations parce qu'il n'y a rien de nouveau à encoder. Et en rétrospective, ces années semblent avoir filé, s'être condensées, avoir disparu presque sans laisser de traces. Il existe aussi des états où la perception du temps se distord de façon plus dramatique. Dans certaines formes d'épilepsie, les patients rapportent des expériences de temps gelé, des moments où tout semble s'arrêter, où le mouvement cesse, où le monde devient une série d'images fixes. D'autres rapportent le contraire, une accélération du temps, où les événements se déroulent à une vitesse vertigineuse, où les secondes deviennent des fractions de secondes. Ces expériences sont causées par des décharges électriques anormales dans les régions du cerveau qui traitent les informations temporelles. Elles révèlent à quel point notre sens du temps est une construction active du cerveau, qui peut être perturbée, modifiée, transformée. Certaines substances altèrent aussi profondément la perception du temps. Le cannabis, par exemple, est connu pour dilater le temps subjectif. Les utilisateurs rapportent que les minutes semblent durer des heures, que la musique se déploie avec une lenteur luxueuse, que chaque instant devient plus dense, plus riche. D'autres substances, comme la cocaïne, accélèrent le temps subjectif. Les heures passent comme des minutes, la nuit disparaît sans qu'on s'en rende compte. Ces modifications sont liées aux effets de ces substances sur les neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, qui joue un rôle crucial dans la perception du temps. Mais même sans substance, sans conditions neurologiques particulières, le temps quotidien présente des anomalies. Vous avez peut-être remarqué que le trajet pour aller quelque part semble toujours plus long que le trajet de retour. C'est ce qu'on appelle l'effet du trajet de retour. Plusieurs facteurs l'expliquent. À l'aller, vous êtes souvent moins familier avec le chemin. Vous faites plus attention, encodez plus d'informations, ce qui fait que le temps semble plus long. Au retour, le chemin est devenu familier. Vous faites moins attention, encodez moins, et le temps semble passer plus vite. Il y a aussi l'effet des attentes. À l'aller, si vous ne savez pas exactement combien de temps le trajet va prendre, vous pouvez l'estimer mal
et chaque minute supplémentaire semble longue. Au retour, vous savez maintenant combien de temps cela prend et cette connaissance semble raccourcir le voyage. Un autre phénomène étrange est l'effet de la nouveauté. Quand vous êtes en vacances, en train de découvrir un nouvel endroit, les jours semblent longs, riches, pleins, mais ensuite, quand vous vous remémorez vos vacances, elles semblent avoir passé en un éclair. C'est parce que pendant les vacances, vous encodez beaucoup de nouvelles expériences, ce qui étire le temps vécu, mais après, la période entière est comprimée dans la mémoire comme un seul bloc, ce qui la fait paraître courte en rétrospective. Toutes ces distorsions temporelles nous rappellent une vérité fondamentale. Le temps de l'horloge et le temps vécu sont deux choses différentes. L'un est objectif, mesuré, par des instruments, uniformes, implacables. L'autre est subjectif, élastique, variable, profondément personnel. Et c'est le temps vécu, pas le temps mesuré, qui constitue notre expérience réelle. Vous ne vivez pas les secondes telles qu'elles sont comptées par une horloge atomique, vous vivez les secondes telles qu'elles se déploient dans votre conscience, telles qu'elles sont colorées par votre attention, votre mémoire, vos émotions. Et peut-être que cette élasticité du temps est une richesse. Elle signifie que vous pouvez, dans une certaine mesure, modifier votre expérience du temps. En étant plus attentif, en cherchant la nouveauté, en vous engageant pleinement dans le moment présent, vous pouvez faire que le temps s'étire, devienne plus dense, plus riche. En cultivant la routine sans conscience, en laissant les jours se confondre, vous laissez le temps filer, disparaître. Le choix, dans une certaine mesure, vous appartient. La fragilité des frontières. Où finit le monde extérieur et où commence le monde intérieur? La question semble simple, évidente même. Le monde extérieur est là, dehors, fait de matière, d'objets, d'autres personnes. Le monde intérieur est ici, dedans, fait de pensées, d'émotions, de sensations subjectives. Mais quand on regarde de plus près, cette frontière apparemment claire commence à se brouiller. Considérez la douleur. Quand vous touchez un poil brûlant, vous ressentez une douleur intense. Cette douleur, où est-elle? Votre première réponse serait probablement « dans ma main, là où je touche le poil ». Mais est-ce vraiment le cas? Ce qui se passe réellement, c'est que des récepteurs dans votre peau détectent la chaleur excessive, envoient des signaux électriques le long des nerfs, jusqu'à votre moelle épinière, puis jusqu'à votre cerveau. C'est dans votre cerveau, pas dans votre main, que ces signaux sont interprétés comme de la douleur. La douleur est une construction de votre système nerveux, une interprétation, une expérience subjective. Cela devient encore plus clair quand on considère la douleur fantôme. Les personnes qui ont subi une amputation ressentent souvent de la douleur dans le membre manquant, une douleur réelle, intense, parfois atroce, mais elle ne peut pas venir du membre, puisqu'il n'existe plus. Elle vient du cerveau, qui continue à générer des sensations pour une partie du corps qui n'est plus là, parce que la carte neuronale du corps conserve une représentation de ce membre. La douleur est donc clairement une expérience interne, même quand elle semble pointer vers l'extérieur. Ou considérez les couleurs. Vous regardez une rose rouge, ce rouge, où est-il? Il semble être là, sur la rose, une propriété de la fleur elle-même. Mais en réalité, ce qui existe là-dehors, ce sont des ondes électromagnétiques d'une certaine longueur d'onde, environ 700 nanomètres. Ces ondes n'ont pas de couleur, elles ne sont ni rouges, ni bleues, ni vertes. La couleur est créée par votre cerveau quand il interprète ces longueurs d'onde. C'est une expérience subjective, une qualia, quelque chose qui existe uniquement dans la conscience. Un animal avec des récepteurs différents, comme une abeille qui peut voir dans l'ultraviolet, ne verrait pas la rose de la même couleur. Pour elle, la rose aurait des patterns, des couleurs que nous ne pouvons même pas imaginer. La couleur que vous percevez
n'est donc pas dans l'objet, elle est dans la relation entre l'objet et votre système perceptif. Même les objets solides, qui semblent si clairement extérieurs, si indépendants de nous, sont en partie des constructions. Vous voyez une table devant vous, elle semble solide, stable, clairement définie. Mais au niveau atomique, cette table est principalement de l'espace vide. Les atomes qui la composent sont séparés par des distances énormes par rapport à leur taille. Et ces atomes eux-mêmes sont des nuages de probabilité quantique, des distributions d'énergie qui n'ont pas de frontières nettes. La solidité que vous percevez est une interprétation de votre cerveau, une façon de rendre compte des forces électromagnétiques qui empêchent votre main de passer à travers. À une échelle plus profonde, la distinction entre vous et la table, entre l'observateur et l'observé, devient floue. La physique quantique a révélé quelque chose d'encore plus troublant. L'acte d'observation semble affecter ce qui est observé. Dans la célèbre expérience de la double fente, des particules comme des électrons se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Quand elles ne sont pas observées, elles se comportent comme des ondes, passant simultanément par les deux fentes. Quand elles sont observées, elles se comportent comme des particules, passant par une seule fente. Cette observation a conduit certains physiciens à proposer que la conscience de l'observateur joue un rôle fondamental dans la détermination de la réalité. D'autres proposent des interprétations différentes, mais toutes s'accordent sur un point. À l'échelle quantique, la séparation nette entre l'observateur et l'observé ne peut pas être maintenue. Et peut-être que cette dissolution des frontières ne se limite pas au niveau quantique. Peut-être qu'à tous les niveaux, la distinction entre intérieur et extérieur est moins claire que nous ne le supposons. Vous n'êtes pas un observateur isolé, contemplant un monde objectif, vous êtes profondément intriqué avec ce monde. Chaque respiration que vous prenez échange des molécules avec l'air autour de vous. Les atomes de votre corps ont été forgés dans des étoiles il y a des milliards d'années. Votre conscience elle-même émerge de processus physiques, de l'activité électrique et chimique de votre cerveau, qui est fait de matière, qui obéit aux lois de la physique. Alors, où tracer la ligne? Peut-être que la frontière entre vous et le monde n'est pas un mur solide, peut-être que c'est une membrane poreuse, perméable, constamment traversée dans les deux sens. Ou peut-être qu'il n'y a pas de frontière du tout, peut-être que la séparation est une illusion utile, un outil de la conscience, mais pas une vérité fondamentale. Cette idée peut sembler abstraite, philosophique, mais elle a des implications concrètes pour la façon dont vous vivez votre vie. Si vous n'êtes pas séparé du monde, si vous êtes en continuité profonde avec tout ce qui vous entoure, alors ce que vous faites au monde, vous le faites à vous-même, ce que vous faites à vous-même, vous le faites au monde. La distinction entre soi et l'autre s'adoucit, la compassion devient moins un choix moral et plus une reconnaissance de la réalité. Et peut-être que dans ces moments où la frontière se dissout, où vous vous sentez en union avec quelque chose de plus grand, vous ne vivez pas une illusion, vous touchez une vérité plus profonde que la séparation habituelle. L'acceptation du mystère. Après avoir contemplé toutes ces fissures, toutes ces anomalies, toutes ces zones où la réalité vacille, que reste-t-il? Une certitude ébranlée, une compréhension qu'il y a plus de mystère dans l'expérience quotidienne que nous ne le remarquons habituellement. Mais peut-être que c'est précisément ce qui rend la vie intéressante. Nous vivons dans une époque qui valorise les réponses, qui cherche à expliquer, à quantifier, à maîtriser. Et cette quête a produit des merveilles. La science nous a révélé la structure de l'ADN, la nature des étoiles, les mécanismes de l'évolution. Elle nous a donné des outils pour guérir des maladies, pour communiquer instantanément à travers la planète, pour explorer l'espace. Mais elle ne peut pas tout expliquer.
Elle ne peut pas expliquer pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être vous, pourquoi la conscience existe, pourquoi l'univers existe plutôt que rien du tout. Et peut-être que ces questions sans réponse ne sont pas des échecs, peut-être qu'elles sont des invitations à accepter que notre compréhension est limitée, que notre perception est partielle, que le mystère fait partie intégrante de l'existence. Les fissures dans le réel, ces moments où les choses ne se comportent pas comme elles le devraient, où notre expérience dépasse notre explication, sont peut-être des rappels de cette vérité fondamentale. Il y a une beauté dans l'incertitude. Si nous savions tout, si chaque question avait une réponse définitive, si le monde était complètement transparent, quelque chose serait perdu. Le sens de l'émerveillement, la possibilité de la découverte, l'espace pour l'imagination. Le mystère crée un espace où nous pouvons nous poser des questions, où nous pouvons imaginer, où nous pouvons rêver. Et peut-être que notre relation avec la réalité ne devrait pas être uniquement une relation de maîtrise et de compréhension. Peut-être qu'elle devrait aussi être une relation d'humilité, de respect, d'ouverture, une reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de plus vaste que nous ne pouvons complètement saisir, que le monde est plus riche, plus étrange, plus merveilleux que nos modèles mentaux ne peuvent le capturer. Les glitches de la réalité, les anomalies de la perception, les paradoxes de la conscience ne sont peut-être pas des bugs à corriger, ils sont peut-être des features, des caractéristiques inhérentes à l'expérience d'être un être conscient dans un univers mystérieux. Des rappels que la carte n'est pas le territoire, que notre compréhension, aussi sophistiquée soit-elle, reste une approximation, que quelque chose d'essentiel échappe toujours. Alors, laissez-vous habiter par le mystère. Accueillez ces moments où le monde ne fait pas sens, où le temps se distord, où l'espace vacille, où la conscience se dédouble. Ne les rejetez pas comme de simples erreurs, ne vous pressez pas de les expliquer. Restez avec eux un moment, laissez-les vous questionner, laissez-les ouvrir des espaces dans votre certitude. Car c'est dans ces espaces, dans ces fissures, que quelque chose de précieux peut entrer. Une reconnaissance de notre connexion profonde avec le mystère, un sens de l'humilité face à la vastitude de ce que nous ne comprenons pas, une ouverture à des possibilités que nous n'avions pas envisagées. Le réel est plus fragile, plus fluide, plus mystérieux que nous ne le pensons. Et c'est peut-être exactement comme il devrait être. Maintenant, laissez ces pensées se déposer doucement. Laissez votre esprit dériver vers le sommeil, vers le rêve, vers cet autre monde où les lois habituelles ne s'appliquent plus, où le temps se plie à votre volonté, où l'espace obéit à une logique onirique, où vous pouvez être plusieurs personnes à la fois ou personne du tout. Si ce voyage à travers les fissures du réel vous a touché, si ces réflexions vous ont accompagné doucement, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez paisiblement, entouré par les mystères de la conscience, bercé par l'incertitude douce de l'existence, et que vos rêves vous emmènent dans ces espaces entre les mondes où tout est possible, où rien n'est certain, où le réel et l'imaginaire dansent ensemble. Bonne nuit